Il y a une unité dans le récit qui est, pour le moment, la solution qu'on a trouvée contre l'immensité du monde. C'est tout ce que nous pouvons contrôler. Quand on lit un livre, on peut le fermer, on peut le réouvrir, on peut l'entamer, on peut l'arrêter, le détester, l'acheter, le ranger, etc. Ce sont des univers domestiqués, quelque part. Ce sont des intimités partagées. Et parfois, je trouve les formules comme ça, en discutant avec les gens ou avec... ça dépend. Selon la tête, non? Non, non, non. Selon la conversation, c'est vraiment une conversation. Il y a parfois quelqu'un qui vous dit, il s'appelle Daoud, donc je signe de la part d'un autre Daoud. C'est très facile. Chaque écrivain a ses rites. Moi, j'aime écrire sur feuille blanche avec stabilo noir et je déteste les ratures. Si une feuille raturée 2 ou 3 fois, je la jette. C'est pas bon, c'est pas bien conçu. Et j'écris allongé par rapport à d'autres écrivains qui écrivent debout ou assis ou je ne sais pas sur un fauteuil, sur un sofa, etc. Donc, et puis il faut parfois des écrivains qui ont besoin de musique. Il y a aussi des phrases redondantes chez un écrivain dans un livre, parfois on les perçoit. C'est la première phrase peut-être qui est là, qui tourne comme une mélodie, comme une sonorité. On écrit sur le rythme de cette première phrase. Et elle est toujours là, elle est obsédante, etc. Et maintenant, j'arrive à la distinguer dans certains romans. Cette première phrase ou cette phrase centrale qui est là comme un écho, qui se répète, qui se répète, qui se répète toujours. Quand j'ai publié Meursault, il y a maintenant 3 ans ou 4 ans en France et en Algérie, c'était une très belle aventure. Je veux dire, quelqu'un qui écrit un roman, qui le laisse traîner dans des tiroirs pendant quelques mois, qui ne pense pas à le publier, qui le publie, qui arrive à intéresser énormément de lecteurs en France et en Algérie, 2 pays qui sont marqués par l'histoire, et en même temps le reste du monde aussi. Donc c'était une belle aventure. Mais en même temps, c'est une aventure qui a eu beaucoup de conséquences dans ma vie personnelle, dans ma vie d'écrivain, dans ma vie de journaliste. C'est-à-dire, j'ai été confronté à des questions qui étaient au-delà du littéraire. Est-ce que je dois encore écrire ou pas? Parce qu'on se pose la question pourquoi je dois le faire, puisque j'ai atteint ce que je voulais. Cette sorte de coïncidence entre la gloire et la vanité à la fois. Et il y a des questions qui reviennent aussi parce qu'il y a beaucoup de réactions violentes. En Algérie comme en France, nous avons une grande part de ce que j'appelle moi le lecteur pathologique. Celui qui lit et qui n'arrive pas à pardonner au roman de n'être qu'un roman. C'est-à-dire qui veut voir au-delà. Vous savez, un Algérien qui écrit en français sur Camus, c'est vraiment quelque chose de très difficile, très piégé. Donc, qu'il faut un petit peu. Et l'histoire pèse tellement, et tous les pays, toutes les nations où l'histoire pèse beaucoup, tous les totalitarismes d'ailleurs, sont allergiques à la fiction. Ils la soupçonnent, ils ne la croient pas. Il n'y a pas de fiction dans des territoires de totalitarisme. Et le totalitarisme peut être aussi ce culte de l'histoire qu'on a de part et d'autre. D'abord, c'est la reconstruction de mes croyances. Pourquoi je dois écrire? Pourquoi cela est nécessaire pour moi et pour les autres? Et est-ce que c'est quelque chose d'acquis que d'entrer dans cette librairie, d'acheter un livre? Oui, c'est acquis en France, mais ce n'est pas acquis ailleurs. Ce n'est plus acquis ailleurs. Il y a des moments d'histoire où on perd la liberté de lire, la liberté d'écrire, cela est connu avec les auteurs emprisonnés, mais aussi la liberté d'imaginer et de rêvasser, même pas de rêver. Il y a des auteurs qui sont punis parce qu'ils ont écrit, parce qu'ils ont décrit quelque chose et qui sont punis, qui sont emprisonnés. Chine, Libye ou d'autres pays. Et donc je me suis dit, finalement, les livres qui inspirent, les livres que l'on voit, la littérature que l'on voit comme étant quelque chose d'acquis, de définitif, ne l'est pas. Donc j'avais envie d'écrire un roman qui raconte pourquoi écrire et lire des romans, c'est quelque chose de vital. Ce n'est pas uniquement du plaisir. L'exercice de l'écriture est la seule solution d'éternité qu'on a eue. L'écriture nous permet de parler à travers les distances et à travers les temps. Homère vous le disait. D'ailleurs, vous ne savez même pas s'il a existé ou pas. Les frères Karamazov existent. Lolita de Nabokov existe réellement, elle existe toujours, elle existe même là. Donc vous pouvez trouver ce livre-là. Et l'écriture permet de parler à des gens, même s'ils sont à 2000 km. Donc c'est quand même quelque chose de très puissant. C'est une des plus grandes inventions. Et en plus, elle est nécessaire. Je le disais dans un entretien, quand quelqu'un est emprisonné dans un régime totalitaire, en prison, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Quand on est seul, quand on est en prison, quand on est humilié, quand on est sommé de vous agenouiller, qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez. Vous débrouillez toujours un bout de crayon et une page pour écrire. Parce que c'est le domaine de notre dignité. C'est ce qui va passer outre notre disparition. Quand vous vous désespérez de toutes les offres d'éternité possibles, vous écrivez. On me pose souvent cette question, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je propose de traduire vite. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est les livres.
Donc traduire dans les deux sens. Ça vous permettra à vous de comprendre beaucoup de choses que vous ne comprenez pas, qui viennent d'ailleurs, qui impactent ici, et ça permettra aussi de l'autre côté aux gens de comprendre. Traduire, c'est sauver. Vous savez, le signe, l'indice de bonne santé d'un empire ou d'un État grand, c'est sa capacité, sa volonté, son désir de traduire de part et d'autre. C'est toujours dans toute l'histoire de l'humanité. Le meilleur, l'apogée d'un royaume, c'est quand il commence à traduire beaucoup. Je voulais savoir quel est le premier livre en français que vous ayez lu et comment vous vous êtes procuré, puisque vous étiez dans un village perdu. Les livres circulent, vous savez, les greniers. Ah oui, il y a toujours des vieux livres que quelqu'un refile à l'autre, etc. C'est tombé sur moi. Et je suis là. Le premier que vous avez lu? Ah si, c'était un roman policier, un polar anglais, avec une très jolie femme sur la couverture. Et c'est ce que je raconte d'ailleurs, c'est parti de là.